Allô? OK. Bon mercredi. J'espère que vous allez bien. J'étais pas certaine si j'allais être en cuisine, mais j'ai pas eu le temps de préparer. Je vous aurais juste montré plein de fruits et légumes. Ah, j'aurais pu faire ça. En tout cas. Bref, ça va être sous forme de discussion aujourd'hui. Je vais attendre que vous arriviez. Aujourd'hui, on va parler du microbiote. C'est quoi? Les aliments. Donc, on va parler de ça. Je suis vraiment pas l'experte, mais je veux faire le lien aussi avec l'alimentation des enfants puis des bébés, puis de ce que je me rends compte dernièrement, justement, quand j'enseigne la DME, puis tu sais, qu'on me demande, OK, mais est-ce qu'on peut assaisonner les aliments? Est-ce qu'on peut, tu sais, mettre des aromates, des choses comme ça? Puis je suis comme, oui, il faut tellement mettre ça parce que on va le voir dans les aliments, les oignons, l'ail, les herbes, c'est tous des aliments qui vont nourrir le microbiote. Puis s'il y a une période qui est importante pour la fabrication de son microbiote, donc pour avoir une belle variété puis une belle quantité de bonnes bactéries, c'est les 3 premières années de la vie. Donc, je trouve que le parallèle à faire avec l'introduction des aliments, donc oui, on veut faire découvrir à bébé l'acte de manger, donc de découvrir les aliments, mais si en plus, mon Dieu, c'est quoi les gros bruits dehors, mais si en plus on peut lui donner des aliments qui vont directement aller contribuer à fabriquer ses bactéries intestinales puis son microbiote, moi je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Bon, là, c'est correct. Il y a moins de monde que la semaine passée. Je le sais que vous aimez mieux savoir comment couper les aliments DME. Il y avait vraiment beaucoup de monde la semaine passée. Donc, merci à Pascal, Karine, Mélissa qui sont avec moi en direct. Bon, fait que là, on va commencer. La semaine passée, on était plus que ça. OK? Fait que j'étais comme vraiment excitée. Là, c'est correct. 11 personnes, ça me va. Mais je vous dis, le sujet est vraiment intéressant. Et je suis pas l'experte du microbiote, bien entendu, je suis une experte en nutrition, OK? Mais il y a des sujets comme ça qui viennent à avoir tellement d'études que pour être super à jour dans ce sujet-là, il faut pratiquement faire que ça. Puis, c'est pas moi l'experte du microbiote, il y a plusieurs de mes collègues nutritionnistes, mais Andréane, ma collègue, Andréane Martin, qui est vraiment, selon moi, la spécialiste. Elle a une équipe aussi, là. Il y a des nutritionnistes qui travaillent avec elle. Ce sont vraiment une équipe spécialisée en microbiote. Ils sont hyper à jour au sujet de toutes les études qui sortent en lien avec le microbiote. Même que Andréane, elle fait beaucoup de formations aux gastro-entérologues, aux rhumatologues, même aux dermatologues, parce qu'il y a un lien avec l'alimentation, le microbiote, donc les bactéries, pardon, qu'il y a dans notre intestin, puis toutes ces affaires-là, c'est complètement fou. Geneviève a dit, tes sujets sont toujours intéressants, même si mon bébé est rendu à 13 ans. Moi aussi, mes bébés sont grands, Geneviève, mais ce qui est intéressant avec le microbiote, c'est que même si on le fabrique jusqu'à 3 ans, après ça, il va rester relativement assez stable là, pendant la vie. Mais qu'est-ce qui a le plus d'impact pour venir avoir une influence sur la variété et la quantité de bactéries? Ça reste l'alimentation. Fait que c'est vraiment quelque chose de quotidien, là, son microbiote, parce que c'est qu'est-ce qu'on mange, puis on mange à tous les jours, fait que c'est ça qui est intéressant. Bon, fait que ce livre-là, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote, c'est loin de parler juste de la prévention des virus et tout ça, même si ça en parle. Les pages d'introduction, pardon, c'est un livre aux éditions Pratico, pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est hyper complet comme information. Je vous dirais qu'il faut vraiment aimer le sujet. C'est... Pardon. C'est vulgarisé, mais en même temps, au début, ça l'est pas tant. OK? C'est comme vulgariser... J'ai de la misère. Un sujet qui est quand même assez complexe, là, toutes les interactions entre les bactéries, puis les récepteurs immunitaires et tout ça. Mais je trouve que quand on suit bien, on vient à comprendre. Pardon. Ah.
Donc, allô, allô? Fait que là, moi, dans le fond, c'est ça que je veux vous dire. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça comme un peu ma Bible là, par rapport au microbiote. Comme je vous dis, je suis pas une experte. Par contre, OK, je trouve que je peux être une bonne porte-parole du microbiote parce que si vous suivez mes lives, si vous me suivez depuis longtemps, si vous me suivez depuis peu même, puis que vous regardez un petit peu, vous le savez que j'aime vraiment beaucoup les fruits et légumes. On en mange beaucoup. Puis j'aime les végétaux. Puis c'est vraiment rare que je vous parle de l'effet de ces aliments-là sur la santé parce que le concept de santé, même si c'est prouvé que la saine alimentation, les aliments variés, les végétaux ont des impacts positifs sur la santé, c'est tout le temps dans le long terme, OK? Fait que c'est la prévention de certains cancers, la prévention des maladies chroniques, c'est bon pour l'humeur, puis tout ça, malgré que le microbiote, il y a un lien aussi avec l'humeur. Mais le microbiote, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même si, encore une fois, c'est des effets qui peuvent être à long terme, la digestion des aliments, ça permet de nourrir les bactéries. Fait que ça peut pas être plus concret que ça, puis on peut pas être dans le plus proche de ça, là, OK? C'est on mange, on digère. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Fait que moi, je mange parce que je trouve ça bon. Puis je trouve que des végétaux bien apprêtés, c'est vraiment bon. OK? Puis moi, manger des choses que j'aime pas juste parce que c'est bon pour la santé, c'est vraiment pas mon approche. Puis je pense que ça, vous êtes vraiment au courant, puis je serais juste pas capable. OK? Puis justement, il y en a, je le vois souvent, c'est comme, ah, mais pourquoi tu manges pas du chocolat noir? Ben, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est meilleur pour la santé. Ouais, mais moi, ça me dérange pas, ça, là. C'est parce que moi, au goût, c'est pas ça que je préfère. OK? Fait que si je veux manger du chocolat, c'est sûr, ça va être du chocolat au lait. Puis ça sera même pas juste du chocolat au lait. J'aime le chocolat au lait sucré, ce qu'on appelle des friandises chocolatées, des caramels, des cherry blossom. OK? Fait que je mange ça parce que j'aime ça, pas parce que ça a un impact sur la santé. Fait qu'il faut faire attention à pas tomber dans cet extrême-là. Ah, OK, mettons là, je vais vous parler des aliments qui sont bons pour le microbiote, mais pas dire, ah, je mange ça juste pour mon microbiote. Ouais, mais effectivement, ces aliments-là, ils devraient avoir une place régulièrement dans ta semaine, OK? Fait que si je te dis que les asperges contiennent des prébiotiques, donc des fibres qui vont nourrir tes bactéries, ben si tu trouves un moyen de manger les asperges, toi puis ta famille, puis vous vous délectez à toutes les fois, ben ça sera pas dur d'en manger pendant la période des asperges, parce que vous allez avoir hâte de les manger. Puis c'est un petit peu ça. De toute façon, c'est tellement des beaux fruits et des légumes. Moi, je veux les manger tout le temps. Fait que vous comprenez, c'est pas de manger parce que c'est bon pour la santé, c'est de, OK, oui, je devrais avoir plus de grains entiers dans mon alimentation. Je devrais aller vers un pain à grains entiers, mais essayez-en, trouvez-en un que vous aimez puis qui va vous faire garder cette habitude-là. Parce que si on n'aime pas ça, c'est pas correct de s'obliger à manger des choses qu'on n'aime pas. Faut trouver une façon, parce qu'il y a toujours une façon. Les choux de Bruxelles, là, ça a été mal aimé pendant des années, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'en les faisant griller, c'était plus pantoute la même affaire. Les choux de Bruxelles, barbecue, grillés au four, ou même avec la petite croûte de fromage, mon Dieu, c'est un délice. Moi, j'en ai pas de problème à manger des choux de Bruxelles. J'en fais des pannes au complet, les enfants. Ils les mangent toutes. Pas parce que je les ai dit que c'était bon ou que... Parce qu'ils goûtent bon, OK? Fait que, voilà. Puis, je voulais dire ça avant qu'on commence parce que c'est vraiment néfaste, OK, de prendre un aliment. C'est néfaste, tu sais, comme pour le cerveau, là. De prendre un aliment puis de commencer à l'aimer juste pour ses propriétés nutritionnelles, OK? Que ça soit... Il y a plusieurs années, là, puis ça a fait beaucoup de bon, je pense, à l'alimentation des Québécois. Vous êtes peut-être jeune ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a plusieurs années, peut-être 10-15 ans, là, qu'est-ce qui était à la mode, c'était les aliments contre le cancer. OK? Fait que là, tout le monde s'est mis au thé vert, puis au chocolat noir, puis aux petits fruits, la canneberge, puis le bleuet, puis les baies, puis tout ça, puis on capotait là-dessus parce que le cancer, ça fait peur. Puis tu sais, on veut essayer de pouvoir faire quelque chose contre ça. Puis effectivement, il y a plein d'études qui montrent que l'alimentation a un impact pour certains types de cancers,
Mais tu sais, il y a aussi les facteurs génétiques, là. Mais ça, fait que je pense que ça a fait beaucoup changer les habitudes alimentaires de plusieurs Québécois. Là, on entendait un petit peu moins parler, mais l'affaire, c'est que c'est les mêmes aliments. Fait que, mais je vous dis ça pour vous dire que il faut pas se mettre juste à manger des choses pour voir leur potentiel guérisseur, ou tu sais, vous comprenez? Faut dire, OK, là, tout le monde me dit que ça, là, c'est bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le microbiote, donc la santé mentale, l'immunité, prévention de certains cancers, la gestion de l'appétit, tu sais, plein d'affaires. Fait que tout le monde me dit ça, fait que là, il faudrait peut-être que je l'intègre, ces aliments-là, dans mon quotidien, mais j'aime pas ça. Fait que de quelle façon je vais trouver le moyen de prendre cette habitude-là? Ben, c'est plus ça que je veux que vous faites comme processus. Parce que de voir les aliments comme guérisseurs ou « Ah, ça, je mange ça à cause que ça contient des antioxydants. Ça, je mange ça parce que ça régule l'appétit. Ça, je mange ça. » Puis que là, « Ah, ça, je mange pas ça parce que ça donne le cancer. Ça, je mange pas ça. » Ben, il y a un trouble alimentaire qui découle de ça. Ça s'appelle l'orthorexie. OK? Fait que quand on fait des choix alimentaires en fonction des propriétés des nutriments, des propriétés des nutriments et qu'on ne voit plus l'aliment comme tel, comme « Ah, il est bon, il est juteux, il est coloré », ben c'est un trouble, OK? Puis il y a beaucoup de ça ces temps-ci parce qu'il y a tellement d'informations en nutrition. Fait que moi, je fais rarement ça, OK? Je vous montre à planifier vos repas, je vous montre comment gérer les légumes, je parle de la DME, je parle de... Mais là, on va parler vraiment de nutrition puis de nutriments. Fait que c'est pour ça que je faisais une mise en garde longue comme ça. Fait que là, maintenant, on va commencer. Toujours, je remontre pour les personnes qui sont jointes à moi, le livre de ma collègue chez Pratico, Andréane Martin, qui est la spécialiste, elle et son équipe du microbiote, selon moi, les plus à jour dans toute la littérature scientifique, puis il y en a de la littérature scientifique. Donc, c'est quoi un microbiote? C'est l'ensemble des bactéries qui vivent dans une place. Mais là, on va parler aujourd'hui de notre microbiote intestinal, parce qu'il y a un microbiote pulmonaire, puis il y a un microbiote de notre peau, puis tout ça, mais ça, je connais rien là-dedans, OK? Fait qu'on va parler du microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui vivent dans notre intestin et qui ont des fonctions pratiquement directes là, sur le corps. Ils envoient des neurotransmetteurs au cerveau, fait qu'il se passe quelque chose entre notre intestin puis notre cerveau, puis ça a des impacts là, pour la prévention de certaines maladies, et même l'humeur, en tout cas, il y a plein d'affaires. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un microbiote en santé. C'est ce qu'on appelle une symbiose de notre microbiote. Et c'est quoi en particulier? Ça, c'est quand on a une bonne quantité de bonnes bactéries, plus que des mauvaises, parce qu'il y en a des mauvaises bactéries qui se promènent dans notre intestin. Mais si on a plus de bonnes bactéries, ils vont faire leur tour, puis tout ça, puis il n'y en aura pas de problème. Et on veut, dans ces bonnes bactéries-là, une belle variété, parce qu'il n'y a pas juste un type de bactéries. Il y a plein, c'est comme des animaux, il y a plein d'animaux. C'est comme une forêt, dans le fond. Une forêt avec plein d'animaux différents, puis c'est ça qu'on veut dans notre intestin. Et c'est quoi les effets d'une symbiose au niveau de notre microbiote? Donc, en fait, c'est quoi qu'on associe à un microbiote en santé? Ça l'aide à la digestion des fibres alimentaires. Ça fabrique certains groupes de vitamines essentielles comme les vitamines du groupe B et la vitamine K. Ça aide à la production de nutriments qui sont favorables à la santé du corps et aux cellules de l'intestin. Vous comprenez que je lis ça, là? Ça aide à éduquer et à faire maturer le système immunitaire. Ça aide la communication efficace avec le système nerveux. La participation au développement de la tolérance alimentaire, la diminution de la perméabilité intestinale. Là, je vous chaude plein de termes là, parce que je sais que vous en avez peut-être entendu parler. Si vous voulez en savoir plus, sérieusement, je vous suggère ça. C'est vraiment bien. La régulation de l'appétit. Fait qu'il y a plein de choses là qui sont en lien avec un microbiote en santé. Maintenant, OK? Quels sont les aliments qu'on peut donner à notre microbiote? En fait, c'est ça que je vais vous en parler le plus. Ce que je veux vous expliquer par rapport à ça, c'est que... Voyons, comment je vais dire ça? Il y a d'autres facteurs que l'alimentation qui ont un lien avec le microbiote, notamment la gestion du stress. Puis vous irez voir là, sur
l'Instagram ou le Facebook de Andréane Martin, elle fait souvent des infographies, je pense que c'est le mardi, ou en tout cas qu'elle donne vraiment du contenu informatif sur l'intestin. Puis tu sais, ça nous dit des choses comme gérer le stress, aller dehors, ça a un impact positif sur le microbiote. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire parce que, tu sais, on le sait, puis ça veut pas dire que parce qu'on se fait dire de gérer le stress, mais tu sais, de savoir à quel point le stress, ça a un impact, c'est ça que moi, je trouve ça vraiment intéressant. On va parler d'aliments. Hey, je m'excuse, c'est vraiment décousu, c'est parce que c'est comme je vous dis, tu sais, je connaissais le microbiote, puis j'étais une bonne porte-parole de l'alimentation, mais j'ai de la misère à en parler, c'est pas un sujet que j'enseigne, OK? Fait que, par rapport à tout le monde, on peut faire des changements au niveau de l'alimentation puis de notre mode de vie qui va avoir un impact sur le microbiote. Mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de venir changer des habitudes, principalement alimentaires, afin que les enfants puissent bénéficier de cet effet-là qui sont en croissance par rapport à leur microbiote. Donc, quand le bébé naît, on pensait avant que son intestin était stérile, il l'est pas complètement, OK? Il y a une certaine colonisation qui se fait au niveau des bactéries de son intestin, même pendant la grossesse. Et il y en a beaucoup qui se fait pendant l'accouchement vaginal. Donc, moins quand il y a une césarienne parce que c'est vraiment un milieu aseptisé. Mais là, après ça, via son environnement, le bébé va prendre les bactéries qui sont présentes dans son environnement et se coloniser son intestin. Mais c'est sûr que quand le bébé passe dans la voie vaginale, ben là, il y a comme plein de bactéries, des bonnes bactéries qui vont aller coloniser l'intestin, puis c'est sûr que c'est un petit plus. Puis il y a aussi beaucoup d'études là qui sont à ce niveau-là, mais sachez que peu importe, OK, que vous avez eu un accouchement vaginal ou par césarienne, le bébé continue de se coloniser par la suite, mais il y a le fait d'être très propre, c'est pas nécessairement un facteur positif pour le microbiote, OK? Les études démontrent aussi qu'avoir un animal domestique, ça l'aide à avoir un microbiote plus varié, de visiter des fermes ou d'habiter sur une ferme ou à la campagne. Donc, des choses comme ça. J'avais même déjà lu jadis que la femme enceinte peut visiter des fermes, puis ça va avoir un impact positif sur son microbiote, puis celui du bébé à venir. Donc, vous voyez là à quel point c'est l'environnement dans lequel on vit. L'allaitement, c'est sûr que ça, c'est un facteur aussi très positif pour le microbiote parce que le lait maternel va contenir des sucres qui vont aller nourrir les bactéries, donc des sucres, des prébiotiques. Ce sont des genres de fibres, OK, qui vont aller nourrir les bactéries. Puis il y a aussi des préparations pour nourrissons qui contiennent des prébiotiques parce que on essaie de se rapprocher le plus possible des composantes là, du lait maternel. Mais une fois qu'on débute l'introduction des aliments, ben c'est là que c'est intéressant parce que là, on peut offrir à notre bébé et à notre enfant des aliments qui contiennent des fibres, donc des aliments de toutes sortes, OK? Éventuellement, on évoque des repas complets, mais des aliments qui vont contenir des fibres qui vont aller nourrir leurs bactéries, mais on n'oublie pas que leur microbiote est en formation, puis c'est ça que je trouve extraordinaire parce que les aliments dans ce contexte-là, moi je trouve que, même si je veux pas parler de pouvoir, je trouve qu'ils ont du pouvoir. Donc, c'est pour ça que quand je vous parle de partager le repas, préparer des repas complets qui contiennent plusieurs aliments. N'hésitez pas à assaisonner de l'huile d'olive, de l'ail, des oignons, des herbes fraîches pour que ça goûte bon, mais ça sert aussi de nourriture pour le microbiote. Donc, c'est ça que je trouve ça intéressant. Puis là, la période d'introduction des aliments, c'est une période que le bébé, souvent, il veut goûter, il veut découvrir. Puis là, vers 14 mois, 18 mois, 2 ans, wow, ça y tente moins. Puis là, vous allez me dire, ouais, Sandra, je comprends, là, mais moi, je voudrais bien en donner des fibres à mon bébé, puis je voudrais bien qu'il mange une variété de fruits puis de légumes, mais il en veut pas, OK? Il veut pas les manger, fait que je vais pas le forcer. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, essayez de prendre l'habitude que ces aliments-là se retrouvent dans votre assiette, dans les repas que vous offrez,
Puis c'est pas grave là si votre bébé ou votre enfant il en mange pas beaucoup, mais éventuellement si les crudités sont tout le temps là, si des légumineuses il s'en fait servir à chaque semaine, si les graines il y en a tout le temps dans son yogourt, ben à un moment donné ça va faire partie des habitudes, puis ça oui ça va contribuer à maintenir un microbiote en santé. Donc c'est quoi ces aliments-là? Hey, on réinvente pas la roue, là, OK? Les aliments qui vont nourrir le microbiote, vous les connaissez, OK? Moi, je veux juste qu'on leur fasse une belle place. Premièrement, les fibres, OK? Les fibres, là, c'est les cellules végétales. Donc, tous les végétaux contiennent des fibres s'ils n'ont pas été raffinés. Là, c'est quoi un végétal raffiné? Ben, du pain blanc, par exemple, des pâtes blanches. Moi, je mange des pâtes blanches, là. C'est pas grave, OK? On peut aller chercher ailleurs les fibres. Mais, voilà. Mais sinon, tous les autres végétaux n'en contiennent. Les fruits, peu importe le sort de fruits, là, frais, congelés, séchés, en conserve, contiennent tous certains types de fibres. Les légumes, même chose, crus, cuits, pas cuits, c'est pas grave, ça contient des fibres. Les graines, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chia, graines de caméline, graines de lin. Les noix, pacane, noix de Grenoble, pistaches, amandes, ça contient toutes des fibres. Les légumineuses, donc les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, le beurre d'arachide, les arachides. Les aromates, OK, qui pourraient être vus comme des légumes. Fait que l'ail, l'oignon, le poireau, le gingembre, les herbes fraîches, le basilic, le persil. Donc, tout, imaginez là à quel point dans une salade, on peut en mettre là. Les grains entiers, le quinoa, le riz brun, l'avoine, le blé entier, le sarrasin. Je mange pas souvent de ça, le sarrasin, je vais vous l'avouer. Les autres grains entiers, là. L'orge, OK, l'orge, c'est vraiment bon pour l'intestin. Fait que, vous voyez si... Mais ce qu'on mange le plus avec notre alimentation souvent nord-américaine, c'est du blé, souvent du blé, de la farine blanche, du maïs. OK, le maïs, ça contient des fibres aussi, mais on mange souvent des sous-produits du maïs, du sirop de high glucose, fructose, truc, là, ça vient du maïs, de l'huile de maïs, des choses comme ça. On mange souvent pas une très grande variété d'aliments, mais la minute qu'on tombe là-dedans, là, les fruits, les légumes, les aromates, les graines, les noix, les légumineuses, les grains entiers, imaginez tout ça, ça contient des nutriments qui vont nourrir les bactéries. Fait que c'est ça. Fait que déjà de manger beaucoup de ces choses-là. Puis encore une fois, quand on parle de les enfants, vous serez pas capable de leur en faire manger beaucoup. Puis de toute façon, s'ils mangeaient beaucoup de fibres, on veut quand même qu'ils en mangent beaucoup, là, mais ça rassasie beaucoup. Fait que peut-être qu'ils vont avoir un petit peu moins faim. Moi, ce que je vous dis, là, en tant que parent, là, assurez-vous que ça soit là. OK? Fait que, tu sais, c'est pas une affaire de, ouais, mais mon enfant, moi, il aime mieux le pain blanc, puis nous, on mange du pain brun. Ouais, mais comme famille, vous pouvez décider de faire un changement, puis de s'en aller vers un pain à grains entiers. Parce que le pain puis les céréales à déjeuner, c'est deux endroits où est-ce qu'on peut consommer des grains entiers facilement. Le riz brun, les pâtes blanches, les pâtes brunes, moi, je suis pas là, OK? Puis c'est correct. J'ai même pas envie d'être là. Parce que je sais que on mange des grains entiers d'une autre façon. De l'avoine, du quinoa, des céréales à grains entiers, du pain à grains entiers, pratiquement toujours, à part quand c'est de la baguette, OK? Puis beaucoup de fruits, légumes, puis de végétaux. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'ai décidé. Mais, voilà. Fait que oui, quand on commence les productions des aliments, on peut y aller avec un pain à grains entiers, même que c'est comme une bonne affaire, OK? Bien plus que d'y aller avec du pain blanc. Donc, des fibres. Bien entendu, quand on parle de fibres, on parle d'hydratation. Fait que c'est vraiment important de boire beaucoup, de boire de l'eau. Encore plus quand il fait chaud. Donc, avoir une bouteille en tout temps, puis là, je parle autant des adultes, des enfants, servir de l'eau au repas. Des fois, c'est le moment où est-ce que les enfants vont faire le plein. Souvent, les enfants qui boivent pas nécessairement d'eau, ils aimeraient mieux peut-être avec une paille, ils aimeraient mieux qu'elle soit froide. Donc, vérifier avec l'enfant, c'est quoi qui pourrait inciter là, à boire plus d'eau. Donc, ça, c'est important. Donc, dans les fibres, il y a différents types de fibres. Il y a solubles, insolubles. Donc,
Il y en a qui deviennent gélatineuses au contact de l'eau, c'est ce qu'on appelle soluble. Il y en a d'autres que, en tout cas, on le voit pas vraiment, là, mais au lieu de devenir un gel dans l'eau, il tomberait dans le fond. Fait que ça, c'est insoluble. Mais quand on mange une variété d'aliments, souvent, on a un peu des deux, OK? Puis les deux ont des effets positifs sur l'intestin. Les autres aliments, selon toujours dans mon livre, puis en passant, le livre, il y a des recettes aussi, là, OK? Avec ces catégories d'aliments. Là, donc les fibres. Quel type de fibres en particulier? Ben, les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas une bactérie. On mange pas des bactéries. C'est pas des probiotiques, OK? Les prébiotiques, c'est qu'on mange des fibres qui vont nourrir nos bactéries. Fait qu'on mange de la nourriture de bactéries, pour nos bactéries. Fait que c'est important d'avoir une alimentation qui contient ces aliments-là pour aller bien nourrir nos bactéries qui habitent déjà dans notre intestin. Puis là, je vous lis les principales sources de prébiotiques. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a plusieurs qui peuvent arriver dans notre alimentation à tous les jours. L'ail, l'oignon, l'artichaut. Donc moi, je mange pas beaucoup d'artichaut. Je mange de l'artichaut une fois par semaine en canne quand je mange ma trempette chaude aux artichauts. Par contre, l'ail et l'oignon, ça peut se retrouver pratiquement à tous les jours dans votre alimentation. Et pour les enfants aussi. Ça se peut que la texture, souvent, des oignons, les enfants aiment pas beaucoup ça. Ça se peut qu'ils trient, ça se peut qu'ils disent qu'ils aiment pas ça, mais ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre dans la sauce à spaghetti. OK? Parce que si c'est coupé finement, dans votre sauce à spaghetti, ça va avoir donné le goût, mais il y aura pas la texture que l'enfant aime pas dans l'oignon. Fait que, tu sais, souvent, des fois, je me fais dire ça, « Ah, moi, je peux pas cuisiner les oignons, les enfants, ils aiment pas ça. » C'est pas grave s'ils aiment pas ça, OK? S'ils aiment vraiment pas ça, là, puis que même quand c'est petit, ils trient beaucoup, ben coupez-le gros. Puis ils trieront, ils l'enlèveront l'oignon. Mais vous allez pouvoir le manger, puis ceux qui n'ont pas de problème avec l'oignon vont pouvoir le manger aussi. Fait que si jamais, puis là vous allez dire, ouais, mais mon enfant, il en mange pas. Ah, mais c'est pas grave, votre enfant, il est en apprentissage, là. Peut-être qu'un jour, il va en manger de l'oignon, là, c'est pas grave. Fait que si quand moi, là, il y a une recette qui demande de l'ail, ben souvent, j'en mets 2. OK? Parce que, un, ça goûte bon, puis 2, ben je connais le pouvoir de l'ail sur le microbiote. Donc, l'ail, l'oignon, c'est quelque chose que vous pouvez manger à tous les jours. L'artichaut, ça dépend. Là. Moi, c'est pas quelque chose que je cuisine souvent, mais tu sais, je veux dire, il y en a qui ont ça vraiment dans leurs habitudes alimentaires, notamment tout le bassin méditerranéen. Mais go, là, l'artichaut, c'est hyper bon pour votre microbiote. L'asperge, là, c'est le temps des asperges, OK? Fait que, achetez-en, ça vient du Québec. Moi, je les aime vapeur, mais je les aime encore plus grillés au four avec un peu d'huile. Puis là, quand ils sortent du four, je mets juste un petit peu de vinaigre balsamique, puis je mange de même, ou on peut mettre des copeaux de parmesan. C'est tellement bon. Puis effectivement, mes enfants mangent pas toutes des asperges. Il y en a quelques-uns qui en mangent, mais on peut faire aussi du potage, OK, aux asperges. Vous voyez, même les enfants qui n'aiment pas les asperges vont manger le potage aux asperges. Donc, variez la façon d'offrir les aliments. Pour la DME, une belle asperge bien cuite, la vapeur, ça se prend super bien. Le bébé va mâchouiller la tête. Puis imaginez là comment c'est bon pour son intestin. Le poireau, donc si vous, là, l'oignon, oui, mais vous utilisez souvent le poireau, ben c'est super aussi. Le topinambour, c'est pas quelque chose que je mange souvent. C'est un légume qui pousse bien au Québec. Avant, j'aimais vraiment pas le goût, jusqu'à temps que j'essaye une recette. Parce que moi, je suis du genre, non, il faut que j'aime les choses locales, il faut que je trouve une façon de les manger qui est bon. Puis j'avais vu ça à la Distasio, ça fait longtemps, là. Il les faisait comme en frites au four, là, comme je fais n'importe quel autre de mes légumes grillés, puis il servait avec du ketchup. Ben, je vous jure, ketchup, topinambour, c'est vraiment bon, OK? Donc, j'aime ça depuis ce temps-là. La banane, hey, y a-t-il quelque chose de moins compliqué à mettre au menu? Moi, une journée pas de banane, là, il y en a pas, là. Comme là, il m'en reste plus, là, puis je suis comme, oh mon Dieu, faut des bananes, là, tu sais, parce que les enfants, ils se prennent une banane, puis c'est une collation qui est vraiment nourrissante. Donc, Pascal, elle a dit qu'elle mange les asperges en crudité qu'une trempette, bon, vous voyez. Fait qu'il y a plein d'affaires. La tomate, hey, c'est facile, là, écoutez ça. Ail, oignon, tomate, banane. C'est des choses qu'on peut manger régulièrement. Betterave, OK? Betterave, on mange
peut-être pas assez souvent. Pourtant, ça pousse au Québec. Puis vous avez un Instant Pot, c'est pas si long que ça à faire cuire. Puis on peut en ajouter une fois cuite à nos smoothies, on peut les râper puis se faire une salade avec ça, on peut faire un potage, mais on peut les faire cuire, les manger en accompagnement, chaudes, on peut les manger en légumes rôtis. Fait qu'il y a vraiment plusieurs façons qu'on peut manger la betterave. Je suis coupable de pas l'utiliser souvent, mais j'aimerais vraiment ça l'utiliser plus. On peut même, là-dedans, là, il y a une recette de brownies à la betterave. J'aimerais vraiment ça, là, garder ça. Hey, ça a-tu pas l'air bon? Donc, moi, j'adore. En plus, c'est rose. C'est ma couleur préf. Donc, j'adore ça, rose mauve. Les grains entiers, j'en ai parlé. L'orge, c'est pas nécessairement non plus quelque chose que je mange souvent, mais pourtant, tu sais, je mange du quinoa. Fait que, tu sais, c'est juste de mettre quelque chose à nos habitudes. Fait que, tu sais, cette semaine, pourquoi pas se faire un orge en accompagnement au lieu de servir du riz ou du quinoa. Le seigle, c'est pas quelque chose que je mange souvent non plus. La racine de chicorée, pissenlit, bah non, tu sais, ça, je vous l'avoue, là, ça viendra pas dans mes habitudes. Par contre, il y a de ces aliments-là qui souvent sont utilisés dans les produits alimentaires. Fait en tout cas, il y a une fibre probiotique qui vient de la racine de chicorée qui s'appelle inuline, qui est souvent ajoutée à d'autres produits alimentaires comme des pâtes ou certains pains. Moi, c'est pas ma chose préférée, là, les produits alimentaires qu'on a ajoutés de l'inuline. J'aime mieux manger les aliments qui contiennent déjà ces prébiotiques-là. Mais, je veux dire, si vous achetez des pâtes qui contiennent de l'inuline, ben sachez que c'est aussi bon pour votre microbiote. Il y a aussi les produits laitiers, notamment le yogourt, le kéfir, donc les produits laitiers fermentés qui contiennent aussi des sucres qui sont bons pour le microbiote. Fait que là, on était dans notre catégorie les prébiotiques. Les fibres, j'en ai parlé. On va aller dans la catégorie probiotiques. Donc, qu'est-ce que c'est probiotique? Donc, c'est la bactérie. Donc, c'est de manger des bactéries pour venir soutenir notre microbiote. Puis là, j'ai dit soutenir, j'ai pas dit coloniser, OK? Donc, si on achète un yogourt, par exemple, qui est probiotique, ça veut dire qu'il contient, habituellement, c'est plus que 1 milliard de bactéries par portion. Donc, ces bactéries-là vont aller dans notre intestin, mais ils vont pas commencer à habiter là puis à faire des bébés, là. Ils vont venir soutenir nos bactéries qui sont déjà présentes, puis après ça, ils vont sortir. OK? Ils vont s'en aller dans la toilette. Fait qu'ils viennent pendant un moment soutenir. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que vu qu'ils prennent la place des probiotiques-là qu'on a mangés, le temps qu'ils sont dans l'intestin, ben ils prennent la place des mauvaises bactéries qui pourraient venir prendre la place à leur place. OK? En gros, là, tu sais, mettons, vulgariser full, c'est pas mal ça. Fait qu'il faut pas penser que le probiotique, il va venir comme élire domicile dans notre intestin. Il est de passage, mais pendant qu'il est là, il fait la job de protéger des mauvaises bactéries. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les probiotiques? Ben, il y en a dans le yogourt, il y en a dans le kéfir, puis il y en a en supplément. Mais c'est pas une recommandation de supplémenter tout le monde ou quand il n'y a aucun problème. Fait que si c'est juste pour avoir un microbiote en santé que vous voudriez mettre des probiotiques au menu, vous n'avez pas besoin de suppléments, OK? Parce que les suppléments de probiotiques, ils ont été étudiés pour certains problèmes spécifiques. Mais quand on n'en a pas de problème, moi, je n'ai pas de problème, j'ai pas de raison là pourquoi je prendrais des probiotiques. Par contre, prendre des aliments fermentés qui contiennent des bactéries, ben c'est un petit peu ça l'habitude à prendre si on veut ingérer des probiotiques. Donc, les aliments fermentés, yogourt, kéfir. Yogourt, c'est pas mal le plus facile à intégrer à l'alimentation. Maintenant, même les yogourts végétaux, donc les yogourts sans produits laitiers, contiennent aussi des probiotiques, donc des bactéries qui peuvent venir nous soutenir pendant un petit bout. Donc, bon, là, il y a plusieurs types de fermentation. Je vous dis c'est quoi les autres types de fermentation, OK? Mais je comprends que ça, c'est peut-être pas dans vos habitudes. Moi, pour vrai, ça commence à le devenir parce que j'aime beaucoup le kimchi, qui est du chou fermenté épicé coréen, puis je l'achète souvent d'artisan, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas cuit, c'est frais. J'en mange une petite fourchette, là, en préparant le souper, j'adore ça. Fait que ça commence à faire partie de mes habitudes. Puis bon, vous l'avez peut-être déjà vu, mais je fais sans avoir une grosse production, là,
je sais comment faire mes fermentations, puis mes radis, comme là, ils sont en train de pousser, mes radis, j'en fais toujours pousser parce que c'est l'affaire qui pousse le plus vite dans le jardin. Les enfants, ils aiment ça parce que les autres affaires, les carottes sont même pas sorties encore, tu sais, les radis sont longs de même. Fait que, mais personne ne mange des radis. Tu sais, on en mange un ou deux en salade pour vrai, puis tout le reste, j'écueille quand ils sont assez gros, puis je fais des fermentations avec ça, puis je mange une cuillère par jour. Là. Fait que ça, en tout cas, bref. Fait que la choucroute, le kimchi, les fermentations de légumes, le miso, qui est une pâte de soya fermentée japonaise, ça aussi, moi, ça fait partie de mes habitudes, mais c'est parce que je mange beaucoup asiatique. Je suis déjà allée au Japon. Fait que, tu sais, c'est là qu'on prend des habitudes, OK? Fait que le tempeh, malgré que le tempeh, même si c'est fermenté, moi, je le fais bouillir avant pour enlever le goût d'amertume. Fait que je suis pas vraiment certaine qu'il reste ben de la bactérie là-dedans. Puis le kéfir. Donc, le kéfir, on peut l'acheter à l'épicerie. Il y a du kéfir de lait, il y a du kéfir végétal. Puis là, je l'ai tout le temps fait mourir, malheureusement, mais on peut aussi avoir des grains de kéfir. Faudrait vraiment que je recommence ça. Fait que dans le fond, les grains de kéfir, c'est le moton de bactéries, là, qu'on met dans le lait, puis là, on laisse ça sur le comptoir une journée, puis là, pouf, on a du kéfir. Puis là, ben, on l'égoutte, on met notre kéfir dans le frigo, puis là, on peut remettre du lait dans nos graines de kéfir, puis refaire du kéfir pour le lendemain, puis, tu sais, les graines, ils grossissent, puis là, on en donne à nos amis, puis tout ça. Ça, je l'ai déjà fait, mais des fois, je faisais mourir. Okay. Est-ce qu'on peut donner le kéfir à un bébé de 1 an? À 1 an, le bébé devrait manger à peu près comme ses parents. C'est sûr que pour ce qui est de fermentation maison, puis tout ça, on faut quand même faire attention parce que en bas de 5 ans, là, tu sais, on considère un peu le bébé comme une femme enceinte. Puis si on veut pas qu'il y ait des toxines-infections alimentaires. Par contre, le kéfir de l'épicerie, ben, tu sais, c'est quand même un contexte plus salubre, là, donc oui, on pourrait en donner. Le kéfir végétal, est-ce aussi bon pour la santé que celui au lait? En fait, c'est que il faudrait regarder sur l'étiquette, mais probablement parce que pour devenir du kéfir, il faut qu'il ait été fermenté avec des grains de kéfir. Puis il y a différents types de grains de kéfir. Oui, d'habitude, c'est avec du lait, mais il y en a qui poussent là, ce qu'on appelle du kéfir d'eau. Donc oui, on peut faire fermenter des boissons végétales. Nous, on adore le kéfir, surtout pour les crêpes, elles deviennent fluffy. Ben oui, c'est vivant! C'est vivant! Là, on n'en parle pas vraiment là-dedans, j'ai pas lu au complet, mais il y a le levain aussi, hein, c'est un agent vivant. Bon, puis ça, c'est une autre affaire parce que, tu sais, je veux dire, le kéfir, le levain, c'est de la fermentation, c'était pas mal les moyens de conservation de l'humanité, là, OK? Fait que là, on est tellement rendu aseptisé qu'on est comme plus sûr si on peut en manger, si on peut en donner au bébé, mais tu sais, c'est un petit peu peut-être pour ça que notre microbiote il est mal en point, là. C'est parce qu'on y donne pas nécessairement, tu sais, des choses qui sont très vivantes. Fait que les probiotiques, je comprends que c'est pas énormément d'aliments qui en contiennent, mais s'il y en a un ou deux qu'on peut intégrer régulièrement dans nos quotidiens, ben ça peut être très bon pour notre microbiote. Puis la dernière chose, ce sont les antioxydants. La dernière chose qui est bon pour notre intestin, notre microbiote, c'est les antioxydants, notamment les polyphénols. Donc, c'est vraiment des molécules qu'il y a dans les végétaux qui ont, tu sais, quand je disais tantôt, là, tu sais, les fameux aliments anti-cancer, là, qui étaient bien populaires il y a 15 ans, le thé vert, le chocolat noir, le vin rouge, malgré que là, le vin, c'est plus populaire partout, là. Donc, les bleuets, les petits fruits, ben ça a un pouvoir aussi parce que le microbiote, tout ce qui a rapport avec l'inflammation, ça a rapport avec lui aussi. Donc, et il y a les antioxydants, mais aussi les vitamines et minéraux. Puis ça vient principalement des plantes puis des végétaux. Fait que Là, je reviens encore à mon histoire de pas considérer un aliment comme une source de nutriments. Tu sais, je veux pas que vous dites, oh, les pois chiches, il y a des fibres, il y a, c'est bon pour mon intestin, oh, le bleuet, il y a des polyphénols, il y a des fibres, mais
C'est parce que c'est tout pratiquement des mêmes aliments. Fait que essayez de tomber en amour avec les plantes de toutes sortes, puis tomber en amour parce que elles goûtent bonnes, puis vous allez avoir envie de les mettre au menu. Puis la plante, elle contient des vitamines, des minéraux, des fibres, peut-être des fibres prébiotiques. Puis si vous les faites fermenter, ça contient ça, plus des probiotiques. Fait que c'est pour ça là qu'on n'arrêtera pas de parler que manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Vous le savez, mais je pense que là, c'est de se rendre à quel point qu'on va toujours revenir à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important que les fruits, les légumes, les plantes, parce que c'est vraiment pas juste les fruits et légumes, les grains entiers, les noix, les graines, ça fasse partie du quotidien. OK? Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que c'est quoi nos antioxydants? Les bleuets. Tu sais, les baies d'argousier, ça, j'en avais vu dans un marché public en poudre, là, fait qu'on peut mettre ça dans nos smoothies ou tout ça. Les fraises, les bleuets, les canneberges. Moi, je fais souvent des muffins avec des canneberges. Cette semaine, j'avais fait un muffin double chocolat. Dans mon muffin, écoutez ça, là. Dans mon muffin, il y a farine de blé entier, farine d'avoine, graines de chia, puis là, j'ai mis de la poudre de cacao, qui est quand même un antioxydant, puis j'ai mis des canneberges fraîches en plus, puis ça fait comme une explosion. Fait, là, les enfants sont fous, là. Ils adorent cette recette-là. Mais imaginez le tas de nourriture pour les bactéries qu'il y a dans les muffins. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est une collation, c'est nourrissant, ça goûte bon, puis en plus, ça nourrit bien l'intestin. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là, moi, que je veux que vous faites une belle place aux végétaux. Les grains entiers, le thé, le café, le chocolat noir, les herbes, les épices et les vins rouges. Bon, ça, c'est nos antioxydants là, qui sont bons pour l'intestin. Faut pas oublier que tous les fruits et légumes contiennent des vitamines et des minéraux qui ont aussi cet impact-là. Là, on parlait des épices, hein, le curcuma, on en avait entendu parler beaucoup, mais le poivre, hein, qui a un lien avec le curcuma pour le faire mieux absorber, en tout cas. Moi, ça me fait capoter. J'aime ça vraiment. Fait que j'aime ça cuisiner ces aliments-là. Puis là, justement, je suis quand même contente qu'on ait parlé un petit peu du microbiote parce que là, cet été, je vais être à la maison la majeure partie là, du temps. Fait que je vais pouvoir cuisiner. Parce qu'avant, je passais mes 2 mois au Saguenay. Fait que, tu sais, je mangeais, là, mais c'était pas moi qui étais en charge de la cuisine. Fait que là, ça va être au quotidien, 3 repas par jour. Fait que, écoutez, des bleuets, des framboises, on va en cuisiner. J'ai hâte de vous présenter mon potager, genre des tomates, des concombres, de la laitue. Fait que, tu sais, on est vraiment dans cette chose-là. Fait que les herbes, les oignons, voilà. Fait que j'espère que ça vous a donné envie de manger tout ça. Puis sachez que vos enfants, il faut leur présenter ça. Il n'y a pas de problème à leur donner plein de végétaux, plein de fibres. C'est sûr qu'au début, quand on augmente les fibres, ça fait... Hein, c'est pas que ça déséquilibre, mais ça change peut-être un petit peu le transit intestinal, OK? Donc, ça prend un petit moment d'adaptation. C'est pour ça qu'on va boire avec de l'eau, mais c'est vraiment un cadeau, là, pratiquement pour la vie parce que, vu qu'on sait que le microbiote, il se fabrique comme principalement dans les 3 premières années, ça va avoir un impact vraiment pour plus tard. Fait que c'est de revoir les habitudes alimentaires de la famille. Donc, c'est pas de faire en sorte que l'enfant qui est assis à la table là, il mette ça dans sa bouche. C'est de voir les habitudes. C'est ça l'environnement dans lequel l'enfant y gravite pour que ces aliments-là soient présents. Si votre enfant il n'est pas allergique aux noix, ben il pourrait avoir des noix moulues dans le déjeuner, dans les desserts qu'il prend à la maison. Puis s'il n'est pas à l'école, ben vous pouvez mettre des noix en petits morceaux, parce qu'on veut pas qu'ils s'étouffent, là, mais dans les muffins pour augmenter la valeur nutritive, augmenter la satiété qui va découler de ce muffin-là. Fait que les graines dans le yogourt, les graines de chia, les graines de lin, c'est des choses qui peuvent faire partie de vraiment du quotidien, en plus des fruits et légumes, puis de faire un jardin, puis c'est ça. En tout cas, fait que j'espère que ça vous a plu. Fait que je vais vous laisser, fait que on en reparle. Moi, j'aime bien ça. Je continue à manger des bons végétaux. Fait que j'espère que vous allez en faire tout autant. Bye bye!